Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'AMRAE. Je suis Philippe Cotel, je suis administrateur de l'AMRAE, responsable de la commission de cybersécurité de l'AMRAE. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir trois intervenants de grande qualité pour parler du risque cyber, mais avec un angle un petit peu différent qui parfois est négligé. C'est de l'humain au technique, un nouveau défi pour l'assurance. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi tout d'abord Christian Mainguy. Christian Mainguy, qui est directeur des relations stratégiques clés pour l'Europe, Moyen-Orient et Québec chez Workplace Options, qui est un leader global de solutions intégrées d'accompagnement des salariés. Alors, Christian a une longue carrière dans la gestion des risques humains et a travaillé notamment en tant que PDG Rialto, qui est un cabinet spécialisé dans la prévention des risques humains, ainsi que pour Score Global Life. J'ai également le plaisir d'avoir Alexis Nardone. Alexis Nardone, qui est directeur général d'Inquest, qui est une filiale spécialisée dans la prévention et la gestion des risques pour les entreprises. Alexis a une longue carrière en tant que consultant dans les services informatiques. Et ce qui est intéressant, qu'il a également travaillé en tant qu'expert en technologie de l'information, spécialisé notamment dans les échecs des projets informatiques. Et c'était une bonne manière d'entrer dans la gestion des risques. Et enfin, j'ai Christophe Madec. Christophe Madec, qui est directeur de clientèle grande entreprise, expert en cyberfraude pour PC. Christophe a travaillé pendant 10 ans chez AXA en tant que responsable des lignes financières sur la France et internationale avant de rejoindre OBC en tant que référent cyber, en plus de ses fonctions de directeur de clientèle. Donc voilà, donc on a aujourd'hui un panel vraiment intéressant et ce que nous souhaitions mettre en avant dans ce webinaire, c'est la relation entre le risque humain et la nouvelle situation que nous avons à faire face dans le cadre de cette crise Covid et l'environnement technique de la menace et l'impact pour nos couvertures d'assurance. Alors tout d'abord, Christian, parlez-nous un petit peu de ce risque humain et comment est-ce qu'il est perçu par les employés, par les salariés dans le cadre de cette crise. Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion effectivement de vous exposer ces différents risques que l'on peut identifier et que je vais vous présenter sur une slide, Frédéric Jean, qui va défiler. On n'a jamais autant parlé de travail et d'humain et de risque humain que depuis le début de la pandémie. Et bien évidemment, tout ce qui va être lié à la capacité des personnes à faire face à cette crise, qui est quand même une crise exemplaire, une crise qui malheureusement dure aussi. Donc voilà, vous avez là un certain nombre de facteurs que j'ai pu identifier. Sur le premier, trouble musculo-squelettique, pas trop développé, mais c'est vrai que on s'est retrouvé finalement à faire du télétravail avec finalement la prise de conscience qu'au bureau, on avait quand même des sièges de qualité. Et finalement, on se retrouve chez soi, parfois dans son sofa parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, à travailler avec son écran. Et c'est pas étonnant qu'après le premier confinement, il y ait une explosion de troubles musculo-squelettiques et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le cabinet des ostéopathes. Donc voilà, un soin quand même particulier d'attention sur cet aspect-là. Mais effectivement, le sujet majeur est vraiment le sujet de la santé mentale. Vous avez certainement vu des articles dans les journaux, même des interviews et des messages à la radio et à la télé sur le fait que il y a une dégradation de la santé mentale des salariés, un doublement des risques, des situations d'anxiété, de troubles anxio-dépressifs, on est passé de 10 à plus de 20%. Les risques psychosociaux sont devenus la première cause d'arrêt maladie, hors maladie ordinaire, bien sûr. Ce qui fait que on est vraiment dans une situation où on se dit finalement la troisième vague, est-ce que ça va pas être une vague de problématiques psychologiques
Il y a des phénomènes, quand on discute avec nos psychologues ou même avec les psychiatres, hein, de phénomènes de décompensation massive. Des collaborateurs sont plus stressés et on peut comprendre, on est dans un contexte extrêmement anxiogène, dans une situation d'insécurité, d'insécurité de l'emploi, de crainte au niveau du risque sanitaire. Et puis surtout un lien social, et c'est ça c'est important, un lien social avec l'entreprise qui s'est distendu. On ne voit plus ses collègues de la même manière, l'informel a disparu. Il n'y a plus ce cadre social qui est contenant, qui a disparu, et donc une fragilisation des salariés. Alors en premier lieu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une problématique notamment au niveau des addictions. On a noté que, et là c'est une enquête d'un confrère, un cabinet GAE Conseil, que 75% des salariés se disent en risque accru de développement de pratiques addictives. Il y a effectivement un durcissement des comportements. Là, à nouveau, il n'y a plus ce contrôle social. Finalement, le petit verre de whisky qu'on prenait en fin de journée, parce que la journée a été compliquée, elle a été fatigante avec tous ces Teams et Zoom, on le prend entre deux réunions puisque de toute façon on ne nous voit pas et effectivement il y a plus aussi, on prend plus sa voiture, donc il y a toujours ce risque finalement de consommer plus. Et puis la solitude, l'isolement, c'est clairement un facteur de risque au niveau des addictions, donc une vraie problématique au niveau des addictions. Alors maintenant, venons-en au comportement, et ça, on rentre vraiment dans le nerf, dans le cœur de notre sujet. Il y a plusieurs phénomènes. Effectivement, il y a un phénomène déjà de retrait des salariés de l'entreprise. Donc de son contexte, quand je dis entreprise physiquement, donc il n'y a plus effectivement tous ces éléments de sécurité, les badges, le fait qu'on se retrouve voilà, dans un contexte professionnel. On peut oublier finalement qu'on est dans un contexte professionnel parce qu'on se retrouve chez soi. Il y a une porosité entre la vie perso et la vie professionnelle. Un vrai risque d'ailleurs, hein, notamment avec les enfants, hein, parce qu'ils finalement peuvent voilà, écouter des choses, voir des documents, prendre des photos, que sais-je. Et puis surtout, oui, il y a une baisse de vigilance sur des aspects potentiellement de sécurité. S'ajoute à ça cette croyance qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire le multitasking. Donc, on peut écouter un webinaire, puis en même temps, on peut bien sûr répondre à ses mails. Non, parce que si on écoute un webinaire et qu'on ouvre ses mails, peut-être qu'on va appuyer sur un mail ou un message qu'il ne fallait pas ouvrir. On est dans le séquentiel, on fonctionne dans le séquentiel et quand on essaie de faire du multitasking, on travaille mal, on est déconcentré. Quand on arrête une tâche, il faut 30 secondes pour se reconcentrer. Donc, c'est une prise de conscience que faisons les choses bien les unes après les autres. Et si on a décidé d'assister à un webinaire, on assiste au webinaire, on essaie de répondre effectivement à des messages, mais c'est un vrai sujet vraiment de sécurité. Et puis il y a le phénomène, on en parle de plus en plus, hein, de Zoom fatigue, c'est-à-dire qu'on se retrouve toute la journée dans des réunions qui se succèdent, c'est-à-dire que voilà, la formule c'est 1 heure, donc c'est 1 heure après 1 heure, donc on n'a plus le temps de souffler, donc un phénomène de fatigue qui fait que la vigilance, là aussi, la vigilance baisse. Et donc, du coup, des besoins parfois de compenser hein, par des excitants et puis surtout de ne plus faire attention à certaines normes, à certaines obligations du fait de l'activité. Et je dirais aussi la montée des incivilités, c'est un phénomène global qu'on voit dans les sociétés, mais la communication étant de plus en plus une communication par mail, on se lâche. Donc, on voit aussi un phénomène de plus grande incivilité au niveau des collègues, donc une vigilance de la part des managers. Et j'en reviens à ce point-là. Pour les managers, c'est compliqué parce que pour eux-mêmes, déjà, c'est compliqué en tant que personne. Et ils doivent gérer des multiples situations de leurs salariés. C'est plus compliqué de repérer
les signaux faibles d'un salarié qui ne va pas bien, d'un salarié potentiellement en retrait. Voilà, donc ça implique aussi une adaptation d'un mode de management et c'est pas forcément facile, notamment pour les managers qui sont dans l'hyper-contrôle, voire les managers qui sont trop dans la délégation. C'est essayer de trouver aussi le juste milieu. Et puis je terminerai par l'aspect légal. Ce n'est pas parce que on est en virtuel que les obligations de l'employeur restent les mêmes que l'on soit en présentiel ou en distanciel. Il y a une vraie question voilà, de vérifier et de mettre à jour notamment le document unique sur l'aspect risques psychosociaux, parce que les risques psychosociaux évoluent dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'on met en place pour les prévenir? Et puis, bon, bah, tout ce qui va avoir trait au droit à la déconnexion. Et puis, la question qui va se poser, c'est une question de réversibilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va retrouver dans une situation pour revenir au bureau, eh ben, est-ce que tout le monde va vouloir revenir au bureau? Voilà. Alors, ayant dit ça, qu'est-ce qu'on peut préconiser, Frédéric Jean, la slide suivante, sur l'aspect trouble musculo-squelettique, bah, c'est tout ce qui va aller vers finalement de l'information sur les bonnes postures, sur l'adaptation du poste, hein, les gestes éventuellement et mouvements à adapter. Oui, slide suivante, Frédéric Jean. Yeah. Ah, il manque une. Ah non, peut-être que je ne l'ai pas vu alors. OK. Voilà, si on y est, pardon. Effectivement, après, sur la dimension effectivement santé mentale, c'est vrai que tout ce qui va aller dans l'accompagnement des collaborateurs va devenir de plus en plus nécessaire. En France, on est en retard si on se compare par rapport aux États-Unis, aux pays anglo-saxons, globalement UK. Il y a un taux d'équipement des entreprises dans tous les dispositifs de ce qu'on appelle le plan d'assistance des salariés. Donc, les dispositifs d'écoute et d'accompagnement, ce n'est pas que du téléphone, c'est maintenant on fait du virtuel, on fait du chat. Voilà. En tout cas, on a un taux d'équipement de même pas une entreprise sur trois, ça devient incontournable. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que c'est devenu un enjeu majeur et qu'il faut en parler, d'où la nécessité d'une formation, de se doter de ce type de support. Et je vais y ajouter la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. On en parle de plus en plus, c'est de moins en moins un tabou. Nous, c'est quelque chose que l'on pratique, que l'on propose au téléphone. Et maintenant, il y a des retours d'expérience. On voit que ça a des éléments positifs sur la concentration, des éléments positifs sur le sommeil. On a vu par exemple qu'on peut augmenter de la concentration de plus de 40%, hein, donc d'être dans le moment, d'avoir cette capacité d'être dans le moment, et bien ça permet effectivement d'être plus concentré sur ce qu'on fait et donc sur notamment la vigilance. Donc voilà, tous les dispositifs de pleine conscience sont les bienvenus. Sur les addictions, savoir en parler. L'enquête de GAE Conseil est intéressante aussi puisqu'elle dit que 7 salariés sur 10 en situation d'addiction aimeraient qu'on aborde le sujet. Donc, en fait, on est très souvent dans des sujets tabous. Donc, dans un sujet tabou, donc, ouais, savoir en parler pour que la personne commence à amorcer une démarche d'une prise en charge. Et puis, on va bientôt arriver en janvier, le mois sans alcool, le Dry January sera effectivement le bienvenu. En tout cas, tout ce qui va aller vers effectivement de la sensibilisation pour que voilà, on en parle. Alors, sur les comportements, il y a là le champ de la psychologie comportementale peut nous donner des idées. Hein. C'est recréer finalement un contexte qui fait qu'on se sente toujours dans l'entreprise. Une chose toute simple, les fonds d'écran, par exemple. Avoir des fonds d'écran corporate, ça rappelle qu'on est dans l'entreprise. Même si on est en télétravail, on est dans l'entreprise. Les commerciaux, les techniques de vente, hein, travaillent puisqu'on fait de plus en plus de ventes maintenant par visio, et le fait d'avoir certains fonds d'écran peut inciter la vente, etc. Donc, on peut travailler sur les comportements.
Il y a des expériences dans la sécurité routière. Le fait d'écouter de la musique rock versus d'écouter la musique classique, on a vu que l'accidentologie n'est pas la même. Voilà. Donc, tout ce qui va ramener les collaborateurs dans l'obligation, donc notamment en termes de sécurité, tout ce qui va aller dans les e-learning, les formations, rappels sur les obligations, sur la notion de vigilance sera effectivement la bienvenue. Voilà, et je terminerai pour les managers. Ma foi, ils ont besoin d'être accompagnés, notamment sur tout ce qui est prévention, identification des risques psychosociaux à distance. Hein, donc, savoir détecter les signaux faibles, savoir en parler, donc adapter son style de management aussi pour mieux recueillir, mieux identifier, mieux traiter les problématiques qui peuvent apparaître. Et puis, bien évidemment, en légal, se mettre en conformité si ce n'est pas déjà fait, avec une question peut-être stratégique au niveau de l'entreprise, c'est qu'il y a le télétravail à court terme et le télétravail à long terme. Et c'est vrai que les observations en entreprise qui sont jetées dans le tout télétravail, c'était parfois de revenir effectivement à un mixte parce que sinon il y a un risque de décrochage. Voilà ce que je peux dire en quelques minutes sur les risques humains et venir faire. Merci Christian, merci pour cet exposé. Ce qui m'a paru intéressant dans cet exposé, c'est effectivement la porosité entre le privé et le professionnel et les problèmes de vigilance et de sécurité ainsi que de sensibilisation des salariés. Alors Alexis, j'ai envie d'avoir votre vision sur est-ce que c'est un des facteurs qui a entraîné peut-être une augmentation de la menace et des risques pour les entreprises du point de vue cyber? Bonjour à toutes et à tous, merci de me donner la parole. Fred-Jean, si tu peux passer. Alors, la réponse à la question, est-ce qu'aujourd'hui l'humain, Philippe, est une force ou une faiblesse au regard des attaques informatiques? On va s'apercevoir que finalement, les attaques alors, ce qu'on appelle les attaques via l'humain, c'est principalement les attaques de phishing. Et donc, on est sur un pourcentage constaté dernièrement aux alentours de entre 25 et 30%. Donc, ce qui n'est pas négligeable, mais donc c'est pas finalement le vecteur principal d'attaque aujourd'hui des pirates. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le vecteur principal. Pour autant, on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution pour l'instant très positive, puisque les statistiques sont pas en décroissance sur ce sujet-là. Alors, est-ce qu'il y a le confinement est-ce que le confinement peut expliquer ce constat? Sûrement, à travers tout ce que Christian a dit sur finalement cette porosité et le fait que parfois on se détache un petit peu du travail quand on est à la maison et qu'on travaille dans de mauvaises conditions, qu'on n'est pas complètement concentré. Pour autant, on s'aperçoit que ce risque-là reste finalement plutôt stable. Et que tout le reste correspond à l'exploitation finalement de failles techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les attaques via phishing, on les retrouve surtout avec des phishing très sophistiqués. On n'est plus sur de l'attaque entre guillemets où quand on reprend l'histoire, on se dit ah quand même comment le collaborateur a pu se laisser avoir. Il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des éléments qui étaient complètement loufoques dans l'email qui avait été adressé. Aujourd'hui, il y a quand même une phase de recherche préalable à l'attaque qui est très importante, voire un ciblage sur la personne ou sur un groupe de personnes, typiquement les fonctions un peu clés, les fonctions telles que comptabilité, finance ou les décideurs, sont des personnes qui sont assez clés dans ou les administrateurs système et réseau qui, malgré finalement leur rôle dans l'entreprise, on pourrait penser que ils sont beaucoup plus sensibilisés que les autres. Oui et non. Donc voilà, en tout cas 25%, donc j'ai envie de dire que ça reste une force parce que c'est pas le facteur majoritaire. Pour autant, et c'est une force, si on a une vraie culture d'entreprise, on parlait du travail à la maison, je reprends souvent l'exemple du risque cyber avec le risque d'accident du travail. On voit sur toute la machine à café, devant tous les photocopieurs, ces affiches pour sensibiliser les personnes en disant ça fait tant de jours qu'on n'a pas eu d'accident du travail, voici les statistiques. Donc, il y a une forme de culture d'entreprise autour de ce risque-là. Les entreprises aujourd'hui sont en train de mettre en place cette culture d'entreprise sur le risque cyber. Pour autant, c'est plus difficile à faire
quand on est à distance, parce que quand on reçoit des emails de la DSI pour alerter sur une vague de phishing et tout, on a vite tendance à supprimer l'email. On n'a pas finalement cet environnement autour de nous qui nous rappelle où qu'on aille dans l'entreprise, qu'on aille se faire un café, qu'on aille à la photocopieuse, où qu'on aille, que ce risque est là et qu'à tout moment dans la journée, on y est confronté. Donc j'ai envie de dire que sûrement le confinement a aidé. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu d'augmentation sensible cette année. On pourrait dire, bah, tiens, le confinement a vraiment profité. Alors, est-ce que s'il n'y avait pas eu le confinement, les chiffres auraient baissé? Est-ce que le confinement, ce qui est certain, c'est que on a analysé un petit peu les procédés des attaquants et finalement, pendant le premier confinement, on se dit que les attaquants ont plus utilisé cette phase-là pour récupérer les informations, voire les revendre à d'autres structures pirates pour attaquer les entreprises. Et finalement, l'effet des attaques s'est fait plutôt ressentir avec cette vague d'attaques qui a commencé à partir du mois de juillet-août. Donc, il n'y a pas eu d'effet immédiat, c'est-à-dire que moi, entre mars et juin, il n'y a pas eu d'augmentation sensible du nombre d'attaques et encore moins à travers le phishing. Mais on a eu des campagnes assez agressives et notamment on parle d'Emotet qui a été très agressive sur le sujet, plutôt fin d'été, septembre. Et on se dit donc que finalement la phase mars, juin, juillet a été la phase d'analyse, de préparation des pirates pour lancer les attaques après. Fred-Jean, si tu peux passer à la statistique suivante. Voilà, donc on a quand même alors on est sur 25%, mais d'un nombre d'attaques qui grandit énormément. Donc aujourd'hui, on est sur un risque qui est très important. Donc les chiffres de l'ANSSI sont assez éloquents. C'est plus 100% d'attaques par ransomware entre 2018 et au 30 septembre 2019, c'est-à-dire que l'année n'est pas terminée. Donc c'est colossal. Et sur le circuit assurance, alors je parle pour ma paroisse, c'est les chiffres aujourd'hui que je constate chez Inquest. On est à plus 33-34% d'attaques qui ont fonctionné sur des sociétés qui bénéficient d'une couverture d'assurance cyber. Donc, on est sur une augmentation très importante. Et donc, même si le pourcentage d'attaques par phishing reste stable, ça veut quand même dire qu'il y a de plus en plus d'attaques qui fonctionnent. Et on voit que finalement, à travers les moyens qui sont mis en œuvre cette année en termes de sécurisation des systèmes d'information, la part belle est faite à la technique, notamment en raison finalement du télétravail et de la nécessité pour les entreprises d'ouvrir leur système et de les rendre un petit peu moins étanches, ce qui était le cas l'année dernière. Donc, il y a cette nécessité de sécuriser les accès distants, puisqu'on a vu que c'est quand même le vecteur d'attaque numéro 1. Pour autant, on sent qu'il y a une difficulté à renouveler l'offre de sensibilisation des entreprises face à cette attaque. Une fois qu'on a fait les tests de phishing, une fois qu'on a fait des MOOC, des e-learning, finalement, on arrive un peu au bout de l'exercice. Et j'ai envie de dire, il y a aussi une phase d'apprentissage via le management, via la direction. C'est toute la culture d'entreprise qui doit se mettre en place. Donc, je pense qu'il y a encore peut-être 1 an ou 2 avant que définitivement, à chaque niveau de l'entreprise, tous les collaborateurs se sentent à chaque instant sensibilisés. Fred-Jean, la slide suivante. Voilà, donc comme je le disais, des attaques toujours plus organisées, toujours plus professionnelles, ce qui explique aussi le fait que malgré ce qui est fait par les entreprises pour sensibiliser leurs collaborateurs, les attaques fonctionnent. C'est que on a des professionnels de l'usurpation d'identité, puisque là on parle d'attaque informatique, mais il y a aussi le fléau de la fraude, de l'usurpation d'identité, de la fraude aux faux présidents, la fraude aux faux fournisseurs, tout ce qui peut être lié. Et là, avec le télétravail, c'est encore plus facile puisqu'on n'est pas choqué d'avoir quelqu'un qui nous appelle et de ne pas avoir entendu parler soit d'un nouveau deal, soit d'un nouveau rachat parce qu'on est tout seul dans son salon ou dans un bureau et qu'on n'a pas eu d'échange réellement direct avec le patron. Donc, j'ai envie de dire, à ces attaques-là s'ajoutent les fraudes. Les pirates se professionnalisent. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. Ce sont des groupes très organisés. Et donc, ils planifient les attaques plusieurs semaines à l'avance. Parfois, ils restent dans le système plusieurs jours ou plusieurs semaines à l'avance avant d'attaquer. Donc, on voit bien que face à cette attaque-là, il faut aussi augmenter le niveau de résilience des collaborateurs à ce risque-là, comme on le fait tous les ans avec le système d'information. La difficulté, elle est qu'aujourd'hui, sur les collaborateurs, finalement, on a une offre assez limitée de services. Donc, on est sur plutôt soit de la répétition, soit de l'encadrement. Et j'ai envie de dire, les managers ont peut-être perdu un peu le fil de ce risque-là, puisque l'enjeu a été, à travers le premier confinement, de maintenir l'activité et d'éviter tout décrochage. Donc, il y a eu plus un management type « je veux savoir si tu vas bien, est-ce que tout va bien, est-ce que tu ne te sens pas trop seul ?»
comment on fait pour continuer l'activité, comment on trouve des solutions pour accéder aux clients, accéder au business, et moins sur attention aux mails, attention au phishing, attention à bien utiliser des mots de passe différents pour tes accès pro, des accès perso. Voilà, tout ça, aujourd'hui, je pense qu'il est peut-être un peu en arrière par rapport aux problématiques d'activité qui sont les plus importantes pour les entreprises. Bah, merci beaucoup, Alexis. Donc, effectivement, je retiens un message sur l'augmentation de nombre d'attaques, de leur professionnalisation et un challenge sur la sensibilisation des employés. Christophe, j'ai envie de dire, du point de vue de l'assurance, est-ce qu'on en voit aujourd'hui un certain nombre de conséquences de tout ceci et comment est-ce que ça évolue? Bonjour à tous. Effectivement, enfin, cette période, j'allais dire exceptionnelle, inédite, a des conséquences à la fois en termes de risque, puisqu'on voit bien que cette menace cyber est de plus en plus apparente et de plus en plus, j'allais dire, menaçante, avec un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, et malheureusement, qui sont touchées, certaines de manière assez forte. J'aimerais juste revenir sur la première partie de Christian, cette première période de confinement. D'un point de vue assurance, de temps en temps, s'est posé certaines questions, à savoir, est-ce que le contexte de télétravail n'était pas un facteur d'aggravation de risque? Voilà. Je fais un tout petit peu de technique assurance, mais à la lecture de certains contrats, la question n'est pas anodine, puisque le contexte de télétravail avec cette déportation du système d'information de l'assuré, avec ce qu'on a décrit en matière de comportement, pouvait, selon certains assureurs, effectivement constituer un facteur d'aggravation de risque, donc avec les problèmes de déclaration, éventuellement des discussions qui pouvaient s'ensuivre avec l'assureur. Pour rebondir sur les propos d'Alexis, effectivement, la période de confinement était une période propice d'opportunité pour la menace avec des conséquences très simples. Voilà, j'ai repris un graphe au-delà d'avoir de multiples couleurs donc dans le Mag IT, sur l'explosion de la sinistralité sur la ransomware. Elle est extrêmement marquée sur 2020. Très caractérisé à partir du deuxième semestre. Donc, on a une évolution sur la fin de l'année qui est encore inquiétante. Donc, ici, le graphe sera certainement actualisé. Mais par exemple, si on revient sur la France, donc rien que pour le mois de novembre, il y a 234 demandes d'assistance qui ont été faites sur le site cybermalveillance.gouv. C'était, je crois, à peu près 130 en septembre et un peu plus en octobre. Donc, on voit bien que derrière cette menace, on a une vraie sinistralité qui va toucher malheureusement nos entreprises. J'allais dire, on avait commencé entre guillemets assez timidement en 2019 avec le Sinistral 30 du mois de janvier. Le Sinistral 30 du mois de janvier. Alors toutes les informations qui sont là sont officielles. Il y a eu énormément d'informations médiatiques. Donc je ne divulgue absolument rien de confidentiel. Altran faisait état d'au moins 20 millions pris en charge par l'assurance. Fleury-Michon a été touché à la fin du deuxième semestre avec 3 jours d'arrêt d'activité. Je crois qu'on est sur quelques millions d'euros d'indemnité. Eurofins, c'est un préjudice en termes de perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 80-90 millions. Indemnité assurance à peu près pour les 3/4. Et on a Edenred fin 2019, pardon. Et là, je ne reprends que les cas identifiés, officiels et pour les entreprises qui ont souhaité communiquer. Je pense que ce n'est malheureusement que la partie visible de l'iceberg. 2020 commence en fanfare pour ceux qui étaient à l'AMRAE l'année dernière. Je crois qu'on est en fin d'AMRAE. C'est d'apprendre que Bouygues Construction est victime d'une paralysie de l'ensemble de ses systèmes avec une demande de rançon de 10 millions d'euros ou de dollars. On continue avec Essilor, Groupe Bolloré, Rabodutiel, SPI cet été. Et les deux derniers qui nous occupent au dernier trimestre, Sopra Steria, CMA, CGM. Sopra Steria, l'attaque remonte au mois d'octobre. On est le 21 octobre. Sopra Steria, n'ayez aucun doute sur leur niveau de maturité en matière de gestion du risque cyber. Il n'y a aucun doute que cette entreprise était d'un excellent niveau. L'ANSSI a félicité, j'allais dire, les équipes de Sopra Steria pour la qualité de leur intervention et a considéré que cette attaque avait échoué. Donc, élément important, élément de langage important, parce que Sopra Steria recommunique officiellement le 21 novembre, c'est-à-dire un mois plus tard. Donc, un plan de rémédiation existait, a été déployé au bout de 5 jours. Mais on parle quand même pour une attaque qui a échoué et avec, j'allais dire, la performance des équipes,
en matière d'intervention, l'impact en termes de chiffre d'affaires est quand même de l'ordre de 40 à 50 millions d'euros. Donc, quels auraient été les impacts si effectivement, j'allais dire en termes de qualité de réponse, et si le plan de rémédiation n'avait pas été au niveau où il était, on peut imaginer des conséquences bien pires. Et on a un deuxième dossier qui nous occupe, sur lequel il y a eu aussi une communication assez forte, c'est CMA-CGM, durement impacté, toujours impacté à l'heure où je vous parle. CMA-CGM assuré en cyber, un montage en ligne, plusieurs dizaines de millions d'euros de garantie. Et pour moi, très clairement, on a ces deux sinistres de la fin de l'année qui viennent un peu modifier, bouleverser le paysage de l'assurance, avec des politiques de souscription, tout assureur confondu, qui ont évolué au gré de la sinistralité. Donc, ce que l'on constate également, c'est un constat, j'allais dire, assez évident, c'est que la majeure partie des sinistres aujourd'hui sont des sinistres en intensité sur les postes de perte d'exploitation, frais supplémentaires d'exploitation, y compris dans le monde industriel, où aujourd'hui, avec l'usine 4.0, on a très clairement de l'arrêt de l'activité industrielle. Pour mémoire, il y a quelques années, le sinistre cyber était avant tout un sinistre de ERC. C'était une vision très anglo-saxonne, très américaine du sujet, avec tous les sujets de la protection des données, de la notification. Mais on est dans un environnement du risque cyber en Europe continentale, où très clairement, le sujet majeur, c'est un sujet de dommage sur les pertes d'exploitation, puisque effectivement, on a des sinistres qui ont des impacts dans le temps et qui sont, j'allais dire, en termes de conséquences financières, très vite impactants. Donc, les conséquences, très clairement, je pense que les 3/4 des entreprises que je viens de citer ici sont tous assurants cyber. Dans un marché de l'assurance cyber en France, pour vous donner quelques chiffres, on parle d'à peu près 120 millions, 150 millions à la louche d'encaissement sur le risque cyber. 120 millions, c'est les données FFA, mais je crois que comme toutes les entreprises, les compagnies d'assurance françaises ne sont pas membres de la FFA, on prend une petite marge pour en rajouter. Donc 120 millions d'euros de primes, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup parce qu'on a un marché qui s'est développé en l'espace de 5 ans. Je crois qu'on a eu un catalyseur avec notre Petya en 2017. Ça paraît très ancien, mais ça ne fait que 3 ans. Et effectivement, voilà, je veux dire, je crois que l'ensemble du CAC 40, du SBF 120 et des ETI ont engagé cette démarche d'amélioration de la gestion de leurs risques et du transfert à l'assurance. Donc 120 millions d'euros, ça semble beaucoup, mais je pense qu'en même temps, si on fait l'addition de tous les sinistres de 2020, le montant des sinistres qui sera payé par le marché sera nettement supérieur au montant de l'encaissement. Pour CMA-CGM, on parle d'un sinistre à plus de 100 millions d'euros. Je ne sais pas si CMA-CGM est assuré à cette hauteur-là, mais ce que je sais par contre, c'est qu'à peu près tous les assureurs sont présents sur le programme. Donc voilà, donc c'est un sinistre en plein développement. Quelles conséquences? C'est très clair, je crois que on est tous à la fin d'une période d'une campagne de renouvellement particulièrement difficile, toutes branches confondues, et je crois que le cyber n'a pas échappé à la règle, avec des politiques de souscription entre ce qu'on a connu au mois de septembre et ce qu'on connaît depuis le mois de novembre-décembre, qui a très fortement évolué en termes, j'allais dire, d'appétit de souscription, en termes de positionnement, en termes tarifaires. Pour ceux qui sont concernés, vous avez dû le vivre avec vos courtiers. Ça se traduit par un certain nombre de révisions ou d'évolutions qui sont plus que significatives. Des hausses tarifaires d'une part avec une révision des modèles de tarification. Alors pour certains, des hausses tarifaires qu'on va qualifier de limitées, 20-30%. Pour d'autres, je crois qu'on a mis le modèle tarifaire qui existait, qui avait été construit à la va-vite, à la poubelle pour en reconstruire de nouveau. Et on voit des augmentations sur certains dossiers de 250-300% en considérant qu'il faut réévaluer le risque, il faut réévaluer la manière dont on tarifie. Des baisses de capacité, ce marché de l'assurance qui nous proposait par compagnie à peu près 25 millions d'euros. Aujourd'hui, quand on obtient 15, on peut être satisfait, ça peut être limité à 10. Des exigences accrues en souscription. Alors ça, c'est quand même un élément nouveau. Il y a à peu près 3-4 ans, je pense que tous les dossiers ont trouvé un assureur pour s'intéresser, remettre une offre et partir en garantie. Aujourd'hui, certains dossiers sont très clairement refusés parce qu'on a des exigences de souscription accrues avec une professionnalisation, avec une montée en exigence au niveau des éléments techniques à fournir. Et on voit des assureurs utiliser de nouveaux outils. On voit des cyber ratings apparaître. Vous avez des outils comme BitSight, comme Security Scorecard,
qui viennent en appui des souscripteurs avec des jauges qui vont permettre de qualifier si le risque est bon ou mauvais. C'est un peu synthétique, un peu court, mais ce sont néanmoins des outils nouveaux que l'on voit apparaître. L'autre élément, c'est le développement de la prévention cyber. C'est réellement un élément nouveau. On ne parlait pas de prévention cyber il y a encore 3 ans. On parlait effectivement de gestion de son risque, on parlait des règles d'hygiène de l'ANSSI, mais aujourd'hui, on voit les compagnies d'assurance s'entourer de compétences spécifiques en prévention. C'est le cas de Chubb, par exemple, avec 2 ingénieurs prévention. C'est le cas de Zurich. C'est le cas d'AXA qui s'entoure des conseils d'Accenture. Donc, on voit bien que en l'espace de à peine 24 mois, on a quand même un vrai bouleversement de ce marché de l'assurance qui se cherche pour 2 raisons, parce qu'il a besoin de conforter ses fondamentaux techniques. On a besoin d'assurer la pérennité de la branche, même si, je le concède, et au quotidien dans nos renouvellements, et si vous avez eu à le vivre pour ceux qui sont assurés, c'est pas simple, effectivement, d'admettre du jour au lendemain, j'allais dire, des majorations telles qu'on a pu les connaître, des restructurations de programmes où on n'a absolument pas d'homogénéité entre la première et la 3e ligne ou la 5e, des assureurs qui tiennent, j'allais dire, des positions divergentes en termes d'approche technique ou de tarification. Bon, sachant qu'on n'était quand même pas sur un marché mature, hein, on n'est pas en dommage, on n'est pas en RC. Donc, quel est le bon prix en cyber? Très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Ce sera un gros point d'interrogation. Est-ce que on est quand même dans des rapports de 1 à 3 aujourd'hui, de 1 à 4 hein, sur certaines tarifications suivant les assureurs. Je pense que voilà, on a un marché qui est en train de se professionnaliser, qui monte en compétences, qui apprend, j'allais dire, durement. Et je pense que la sinistralité n'était peut-être pas attendue dans ces proportions. Mais voilà, on a besoin d'accompagner cette structuration de marché, donc d'être un peu plus, j'allais dire, exigeant sur la communication que l'on fait vis-à-vis des assureurs. Et je pense que plus les dossiers sont présentés de manière positive et constructive dans une relation de partenariat, je pense que plus on peut construire des solutions d'assurance pérennes. Alors, la mauvaise nouvelle, on échangeait avec l'ANSSI la semaine dernière. Est-ce que cette campagne de ransomware, est-ce qu'on est juste sur un épiphénomène? Il y a une crise sanitaire exceptionnelle? Malheureusement non, puisque l'aspect lucratif des ransomware n'est pas démontré. Hein. On a dévié d'une sinistralité ransomware qui est orientée vers les particuliers sur une sinistralité de masse. Hein. On venait au départ réclamer des montants de rançon qui étaient assez faibles. Je crois qu'il y a encore 4-5 ans, les montants de rançon, c'était 3 000 €, 4 000 €, les équivalents en Bitcoin. Aujourd'hui, on est sur des approches ciblées, des attaques extrêmement bien préparées qui peuvent prendre des semaines ou des mois. Et on cible des entreprises en fonction de leur notoriété, en fonction de leur surface. Et effectivement, de demander des montants en rançon qui, aujourd'hui, s'expriment en millions de dollars ou en millions d'euros. Donc, cette tendance-là va se poursuivre parce que c'est un business qui est malheureusement lucratif, que les moyens de coopération internationale et que le droit aujourd'hui ne nous permet pas d'espérer une amélioration sensible des cas mis en cause, des possibilités de poursuivre, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, voilà, l'ANSSI dresse ce constat assez sombre de nous dire qu'à l'horizon de 5 ou 10 ans, voilà, on était réellement sur une tendance de fond. Donc, ce qui veut dire que ce que l'on connaît côté assurance devrait se poursuivre parce que le marché a besoin de structurer, de trouver ses équilibres. Certains prétendent qu'à horizon 2030, le marché de l'assurance cyber sera le premier contributeur en assurance IRD. On en est bien loin, hein, on voit bien, j'allais dire, quand on pèse nos budgets assurance RC, nos budgets assurance dommage par rapport au cyber, alors je nuancerai en fonction des secteurs d'activité, mais que l'assurance cyber est encore, j'allais dire, à un niveau raisonnable, pour autant qu'on s'entende sur le terme de raisonnable. Juste à titre d'illustration, mais ça me semblait intéressant, de faire le comparatif entre ce que coûtent les événements catastrophes naturelles et ce que coûte la sinistralité cyber. Donc, on est sur des éléments de 2018 pour avoir des éléments à peu près figés. Donc, voilà, donc le coût de la sinistralité, tout confondu, à peu près 600 milliards de dollars en 2018 et le coût des catastrophes naturelles, 160 milliards de dollars dans le monde. Le volume de primes estimé en cyber, à l'époque, en 2018, 6 milliards, on doit être aux alentours de 8-9 milliards aujourd'hui. Et le montant indemnisant catastrophe naturelle en 2018, 80 milliards effectivement d'euros pour 160 milliards. Donc on voit bien que
compte tenu du développement de cette sinistralité, il est évident que les portefeuilles d'assurance vont continuer de se développer. Mais voilà, l'équilibre d'un point de vue économique, sinistralité prime, pour parler de choses très simples, fait que, voilà, je pense que, outre des aspects importants de prévention, de gestion de son risque, on doit rester dans un principe de transfert de risque résiduel, mais on peut s'attendre à ce que les primes en cyber continuent d'augmenter de la même manière que les entreprises vont continuer à augmenter, j'allais dire, la capacité, le niveau d'assurance qu'elles souscrivent aujourd'hui. On est encore sur des premiers risques aujourd'hui pour un certain nombre de TI ou même de grandes entreprises qui souscrivent à la concurrence de 25 ou 50 millions d'euros. Mais on peut, je pense que si on essayait de calibrer, j'allais dire, le besoin assurance en fonction de la SMP, on serait sur des montants qui seraient nettement plus importants. Donc, en conclusion, voilà, un marché qui évolue fortement, donc des discussions évidemment difficiles au niveau assurance, mais à noter qu'on est réellement sur une tendance de fond et qui se confirmera dans les années à venir. Merci beaucoup Christophe. Donc je rappelle à tous nos auditeurs qui peuvent poser des questions sur la plateforme en ligne et Frédéric Jean va gérer ceci. Peut-être très rapidement, j'ai envie de vous poser des questions, mais je vous demande d'y répondre très très vite. Christophe mentionnait le fait que les assureurs avaient estimé que le télétravail pouvait être une cause de risque additionnel. Christophe, Christian, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les salariés à cette notion de risque et à faire en sorte qu'ils soient un acteur de la première ligne de défense de l'entreprise? Alors, la sensibilisation des salariés est effectivement un élément important. Bon, je crois qu'on a tous dans nos entreprises des chartes informatiques. On les lit ou on les lit pas, on les signe ou on les signe pas. Généralement, souvent, certains les signent sans les avoir lus. Et puis, de temps en temps, on a un DSI qui nous pousse 2-3 mails de rappel auxquels on prête ou non attention en fonction de la charge de travail journalière que l'on peut avoir. Donc, très honnêtement, aujourd'hui, il existe un certain nombre de modules de formation en e-learning qui existent, qui ont été construits à destination des salariés, des collaborateurs. On en a nous-mêmes suivi chez BC. On vous demande d'y accorder à peu près 50 minutes. Ça vous semble bien long et à la lecture des premières questions, vous vous dites que ces questions sont bien naïves et bien stupides. Je peux vous dire qu'au bout de 50 minutes, même moi qui suis plutôt aguerri au sujet, j'étais loin d'avoir 20 sur 20 parce qu'il y a des questions pièges, il y a des configurations qui sont, je vais dire, les configurations de risque qui ne sont pas forcément évidentes à identifier. Donc, je pense que ça passe par au-delà de la sensibilisation, de vraiment s'arrêter, de prendre le temps de former, d'informer, d'échanger 1 heure de temps en temps régulièrement. Et comme on est sur une menace qui est évolutive, la formation qui a été faite l'année dernière mérite d'être réactualisée chaque année. Donc voilà, donc je pense qu'il faut constamment rappeler. Alors on a tendance toujours à nous culpabiliser en nous disant que le maillon faible, c'est l'humain, ce serait nous. Faut vivre avec, je veux dire, il faut gérer ce risque. Donc voilà, donc sensibiliser, former, informer, ne pas cesser de le faire. Et Christian, comment est-ce que ça va être reçu par les salariés? Moi, je pense que tout ce qui va amener le salarié à être à la prise de conscience de ce qui peut se passer en fait. Donc, moi, là, par exemple, un exemple de ce qui s'est passé, le lien ou que sais-je qui a été ouvert, ce que ça a impliqué pour l'entreprise, le dommage que ça a impliqué pour l'entreprise, ça permet de rendre beaucoup plus réel le risque. Et bon, je répète peut-être, mais effectivement, tout ce qui va aller dans les rappels, les obligations, les écrans où on montre bien l'aspect sécurité va renforcer la vigilance. Donc, il n'y a pas je vois pas de problématique pour le salarié à ce qu'il suive ces formations. C'est plutôt effectivement les inciter à les suivre, à y répondre et à voir l'impact que ça peut avoir sur leur job et sur l'entreprise. Alors, Alexis, est-ce que du point de vue technique, on va développer de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire interagir les salariés de façon à ce que la gestion du risque soit mieux maîtrisée? Tout d'abord, il y a peut-être
On va installer de plus en plus ce qu'on appelle le MFA, le multifacteur authentification. C'est la nécessité pour un collaborateur, comme pour un peu les applis bancaires, d'avoir un élément physique de vérification de la connexion à la boîte mail. Ça, c'est en place déjà dans certaines entreprises, mais c'est loin d'être vraiment répandu parce que c'est une pratique aujourd'hui, tout simplement, hein, c'est financier principalement puisque Microsoft le propose, mais c'est un coût financier par utilisateur par mois qui n'est pas négligeable. Donc, on a déjà cet élément technique qui va venir, je dirais, sécuriser davantage l'accès à la messagerie. Après, on va avoir, je pense, avec le temps, finalement, la charte informatique, elle n'a plus du tout le même objectif que quand elle est apparue il y a quelques années, où on voulait surtout que le collaborateur n'utilise pas le réseau de l'entreprise pour aller sur des sites marchands ou illicites. Là, l'esprit n'est pas du tout le même. Et je pense qu'il y a encore un amalgame pour les générations qui ont signé la première charte il y a 10 ans et qui finalement n'en re-signent pas forcément tous les ans. Il y a peut-être un élément de management qui doit évoluer. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout le monde est de plus en plus sensibilisé au risque, que ce soit au niveau personnel, parce qu'il y a de plus en plus d'utilisation de cartes bancaires personnelles. Moi, j'ai été victime moi-même d'utilisation frauduleuse de ma carte, je ne sais pas comment. Mais voilà, donc je pense qu'on vit tous aussi des situations, soit personnelles, soit à travers d'entreprises qu'on connaît ou les nôtres, qui vont faire que cette résilience, elle va petit à petit, de manière collective, hein, c'est un terme qu'on a utilisé aussi pour la réponse à la pandémie, arriver. Donc, j'ai envie de dire, je vois rien de très nouveau. D'un point de vue technique, il y a cette double identification qui, je pense, devrait être généralisée. Pour le reste, il faut un peu de patience aussi. Alors, par contre, Alexis, je pense que Christophe va y être sensible aussi. Est-ce que tu vois une conséquence de la crise sanitaire sur une gestion de crise cyber? Est-ce que ça la rend plus complexe? Est-ce que ça retarde de fait le plan de continuité? Quelle est ta vision sur ce sujet? Alors, ça va pas forcément avoir un impact immédiat sur la première cellule de crise qui, elle, peut tout à fait fonctionner de manière à distance, ou parfois vous pouvez réunir des personnes sur un même site assez rapidement, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui est problématique informatique est rarement dans les locaux d'une entreprise, c'est plutôt hébergé chez un tiers. Et donc, on a tout à fait la capacité d'y accéder. La vraie difficulté, elle va être sur toute la phase de remédiation, puisqu'on voit dès lors que Christophe parlait de l'exemple de Soprasteria. Les coûts sont aussi liés au fait que, une fois que, quand bien même vous avez arrêté une attaque, pour être certain de redémarrer sur un système sain, il faut faire passer chaque poste utilisateur un sanity check, une vérification, comme un pass santé. Et donc, il faut le faire poste par poste. Et la difficulté, c'est que parfois, ces postes-là, on ne peut pas y accéder à distance, puisque par définition, dès lors qu'ils ne sont pas sains, on leur interdit l'accès au réseau de l'entreprise. Et donc, dès lors que vous avez soit du télétravail, soit aujourd'hui une offre sur tout ce qui est déplacement qui est beaucoup plus limité qu'avant, ça va pénaliser les entreprises en phase de remédiation puisque c'est beaucoup plus compliqué d'envoyer des ressources partout en France rapidement que ça ne l'était. Aujourd'hui, typiquement sur les offres TGV, elles sont extrêmement réduites. Les offres d'avion, c'est exactement pareil, que ce soit en France ou à l'international, puisque à l'international, parfois, il y a en plus cette notion d'attente de 7 jours pour être certain qu'on ne porte pas le virus. Enfin, il y a tous ces éléments-là qui font que ça va ralentir énormément plutôt la phase de remédiation pour remettre complètement les services en ligne et redonner aux collaborateurs l'accès au système d'information. Ce n'est pas négligeable si on évoque les notions de perte d'exploitation. D'accord. Je crois qu'il y a des questions qui nous sont arrivées. Frédéric Jean, peut-être. Oui, question de Véronique. Jusqu'à présent, les contrats d'assurance sont souvent discutés avec les équipes juridiques ou financières. Est-ce que la pratique change et est-ce qu'on assiste à un renforcement des relations entre assureurs et RSSI? Pour la première question. Christophe, Alexis, peut-être? Alors, on a tous les cas de figure hein, sur le sujet. Hein. Le premier, effectivement, la police d'assurance. Alors, on a différents types d'interlocuteurs. On a des risques managers, donc effectivement, qui ont la responsabilité des assurances et de la gestion des risques. De temps en temps, des directeurs juridiques, de temps en temps, des directeurs financiers. Et effectivement, le DSI, l'ORSSI était jusqu'à présent, j'allais dire, assez loin de ces problématiques assurance.
sollicité pour faire un roadshow et puis voilà, le lien à l'assurance était pas forcément évident. Donc, aujourd'hui, dans tous les cas de figure, soit ces polices restent, j'allais dire, à la main, à l'appréciation et aux commentaires du risque manager, du directeur juridique, voire du directeur financier. Ceci étant, de plus en plus, et on l'a fait, nous, avec un certain nombre de clients, même des prospects, parce que le DSI, finalement, va être partie prenante. Hein. Le DSI comprend très vite que le jour de la crise, tout l'intérêt pour lui d'avoir à disposition le numéro de téléphone d'urgence, de savoir qui il va avoir comme interlocuteur et toute cette assistance, tout ce support en prestataires divers et variés dont il va pouvoir bénéficier. Donc le DSI devient de plus en plus partie prenante, donc s'intéresse, et on voit aujourd'hui des DSI demander à avoir la lecture des polices d'assurance. Donc c'est assez intéressant parce que de temps en temps, certaines polices d'assurance reprennent des terminologies, j'allais dire, assez spécifiques ou assez techniques. Et toujours très intéressant d'avoir le regard du DSI pour s'assurer qu'on n'est pas en décalage entre, j'allais dire, l'esprit, la philosophie, ce qu'on a souhaité couvrir, et l'approche technique, pour être certain qu'au jour du sinistre, compte tenu de la j'allais dire, je sais pas la difficulté, mais c'est quoi un système d'information aujourd'hui? Il y a 20 ans, c'était ça. On allait au moins deux, on ouvrait une grande porte et on avait des serveurs, et on remontait, on avait les PC sur les bureaux. Bon, c'est fini cette époque-là. Le système d'information d'Airbus, le système d'information de BC, on parle de SI étendu, c'est complexe, c'est multiple, c'est varié, on a des prestataires, on peut externaliser chez des clients. Donc, la lecture par un DSI, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est une recommandation que je donnerais, hein, pour qu'on soit bien en phase sur la terminologie et sur le champ d'application des garanties le jour où on a à mettre en œuvre ces garanties-là. Je rajouterais qu'il y a aussi une évolution du ressenti pour les directeurs informatiques ou pour les responsables de sécurité. C'est que moi, j'ai participé à des réunions de souscription il y a 4-5 ans. C'était très compliqué puisque c'était finalement proposer une assurance, c'était remettre en cause le fondement même du travail de cette personne-là. Puisqu'il disait, mais pourquoi est-ce que tu veux acheter un contrat d'assurance alors que je te dis que tout va bien et qu'on a tout sécurisé et que tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui déjà, plus personne ne peut estimer que son système d'information est complètement sûr. Et donc, je pense que là-dessus, il y a une vraie progression. Et puis, il y a effectivement cette aide qui est précieuse en cas d'attaque, puisque c'est pas le même métier que de travailler sur de la prévention, sur des éléments techniques pour aller élever le niveau de maturité de sécurité de l'entreprise et de faire face à une attaque et de répondre correctement. Donc, c'est vraiment des métiers qui sont différents. Chez les prestataires même, c'est pas les mêmes équipes qui travaillent sur l'un ou sur l'autre des aspects. Ce que je dirais, moi, c'est que très souvent, sur l'aspect technique, dans les roadshows, on a des 95% de l'exposé est technique. Et finalement, il y a peu de place à la simulation financière de l'attaque. Et aujourd'hui, la difficulté pour les entreprises, c'est pendant les premiers jours d'une attaque, j'étais hier avec une entreprise française et on posait la question, ça fait quelques jours qu'elle subit une attaque de forte ampleur. On lui dit, est-ce que vous avez une idée de vos pertes Non, aujourd'hui, on ne sait pas évaluer, c'est nouveau pour nous. Donc, il y a cette forme aussi aujourd'hui, sur le discours technique, les choses se sont améliorées puisque maintenant, ça fait plusieurs années que c'est en place. Il y a l'élément financier qu'il faut travailler pour mieux comprendre quelles sont les hypothèses sur lesquelles l'entreprise a travaillé pour aller demander ces lignes de couverture. D'autant plus que, alors peut-être qu'avant, c'était plus facile d'empiler des couches d'assurance. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué. Le prix va être plus cher. Et donc, il faut savoir si réellement c'est pertinent ou pas d'acheter une ligne de 15 à 30 millions ou de 30 à 45 millions. Et je dirais que sur les roadshows, 95% c'est le technique, il y a 5% de financier et je pense qu'à terme, les deux vont s'équilibrer aussi parce que finalement, on va avoir des modèles financiers qui vont se mettre en place pour faire des simulations de cette typologie d'attaque, ce qui est inédit pour ces entreprises-là, puisqu'en général, le risque est limité. On parle plutôt de risque physique ou de risque politique, donc on arrive assez facilement à compartimenter le risque. Là où aujourd'hui, si on va au cœur du système, potentiellement, c'est l'activité worldwide qui s'arrête. Fred Jean, peut-être une dernière question? Alors, question de Myriam. Que pensez-vous de la position US concernant le statut de l'entreprise victime d'un ransomware qui, dans le cas d'un versement de montant demandé, pourrait être retenu complice? Et devons-nous
nous attendre à une position similaire en Europe et en France? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, l'OFAC a réagi il y a quelques semaines pour alerter, j'allais dire au sens large, mais je pense que ça visait à la fois les entreprises et les assureurs qui avaient dû payer une rançon sur le fait que, attention à ne pas participer au financement du terrorisme ou à participer au financement de toute organisation à caractère illicite. La position, grosso modo, est à peu près partagée par tous les assureurs, pas nécessairement officialisée par tous, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui s'applique aux États-Unis s'applique également en Europe. Donc, il y a des sanctions internationales qui sont valables pour la France comme pour les US. En plus, on a l'extraterritorialité US qui pose question dès lors qu'on fait du commerce en dollars. Donc, on n'est pas à l'abri demain, enfin une entreprise ou un assureur n'est pas à l'abri demain de se faire retoquer sur le paiement d'une rançon pour avoir participé au financement du terrorisme. Donc, c'est une vraie question de fond, avec deux conséquences: être très vigilant par rapport à, j'allais dire, à l'identité, sur l'identification de la source. Et il y a une vraie difficulté qui est exactement à la source. Participe-t-on au financement du terrorisme? Mais je sais que certains assureurs ont aujourd'hui sécurisé le process de gestion sinistre et de paiement de la rançon, plutôt du remboursement de la rançon à l'entreprise, pour faire le j'allais dire, avoir fait le maximum pour ne pas être pris en défaut et se voir accusé demain d'avoir participé au financement du terrorisme. Donc c'est une vraie question. Donc c'est un vrai point de vigilance. On arrive à la fin de ce webinaire. J'aurais envie de vous faire un dernier tour de table et je vous demande de répondre peut-être en une phrase. Alors, facteur humain, risque ou opportunité, du point de vue du salarié, du point de vue technique ou du point de vue de l'assureur. Christian. Risque, oui, mais je pense que c'est une opportunité de s'interroger sur nos bons comportements, de trouver les bonnes pratiques sur la façon de mieux travailler, tout simplement, donc d'être plus vigilant. Alexis? Je dirais que c'est l'opportunité finalement de transformer l'ensemble de la chaîne managériale de l'entreprise sur ce risque, puisqu'on ne peut pas attendre de collaborateurs qu'ils fassent quelque chose dès lors que ce n'est pas une composante importante de la communication d'entreprise, de la culture d'entreprise. Christophe? D'un point de vue humain, je vais me répéter, je dirais sensibiliser, le facteur humain, il est là, il faut vivre avec. Au niveau de l'entreprise, une opportunité, travailler à la fois sur les aspects de prévention, sur la technique certes, mais d'organiser la cyber-résilience, d'organiser la résilience. C'est un terme qu'on emploie beaucoup, qui reste de mon point de vue encore très conceptuel, mais organiser la résilience, c'est la capacité à rebondir, non pas à se protéger à 100%, parce que je pense que c'est un exercice inatteignable, mais se préparer, être préparé et pouvoir rebondir rapidement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je trouve que ce webinaire était très intéressant et avait un angle qui, à mon sens, est assez peu discuté. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à bientôt pour de nouveaux webinaires à Brel. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.